Alors, bonjour à tous déjà, et merci beaucoup de participer à cette masterclass RGPD que nous animons, comme vous avez pu le voir, en partenariat entre Alumforce et Auckland, et en particulier avec Baptiste Massot, donc directeur du développement, que je pense bon nombre d'entre vous connaissent bien évidemment, et d'Alumforce, et Laurent Marcos, qui est directeur de la Bonjour à pratique vous. chez Auckland. Voilà, et Auckland, on pourra vous l'expliquer un petit peu plus précisément, mais Auckland a toute une division relative à des services de DPO externe, d'assistance à DPO et de formation. Voilà. Et pour ma part, je vais accompagner cette masterclass et tout de suite, je passe la parole à Baptiste pour Ouais. commencer. Merci Fabrice. Bonjour à tous. Ravi que vous soyez tous là. On a dépassé un bon nombre en tout cas de participants. On a souhaité un peu changer le format, je dirais un peu plus classique qu'on avait l'habitude de faire. Et on voulait vraiment justement s'attarder sur le côté RGPD sous forme de masterclass. Et surtout se positionner et surtout essayer de vous apporter un maximum de réponses pour comment mettre votre réseau en conformité vis-à-vis du RGPD. C'est un sujet qui, je pense, est extrêmement important et sensible aussi. Potentiellement, il y a peut-être un manque de connaissances. Et en amont de ce webinaire, on a fait justement un questionnaire avec un certain nombre de questions. On a envoyé ça à peu près à 600 personnes et on a reçu à peu près 150 réponses. Donc, merci en tout cas pour ceux qui ont répondu au questionnaire. Et durant toute cette masterclass, on va vraiment se positionner et vous montrer un peu les résultats de cette étude par rapport à la thématique du RGPD, qui est un sujet, comme je le précise, extrêmement important et sensible pour les réseaux d'alumni et pour les réseaux communautaires au sens beaucoup plus large à partir du moment où on parle de traitement de données. Et bon, on va commencer directement par les questions. La première question. La première question qui a été posée, qu'on a envoyée, alors le résultat est plutôt intéressant, mais c'était est-ce que vous avez une politique relative au RGPD bien établie au sein de votre structure? Alors ça nous a rassurés quand même en voyant qu'il y avait quand même quasiment 75% qui ont dit oui, mais on a quand même eu 27% qui n'ont pas encore, en tout cas, de politique relative au RGPD. Laurent, t'en penses quoi? Qu'est-ce que ça t'évoque justement ce sujet et surtout ces résultats par rapport à une question, je dirais, assez classique? Alors, bonjour à tous, premièrement, et puis merci de participer à cette masterclass. Alors, ce que ça m'évoque, en fait, c'est que relativement classiquement, on voit qu'une bonne partie de la société a été sensibilisée, connaît, sait ce que c'est que le RGPD. Je vais quand même rappeler deux, trois petits faits à cet égard. Hein. Donc, le règlement général sur la protection des données, RGPD, c'est un peu un texte de référence au niveau européen, on va revenir dessus, qui est entré en application donc il y a 3 ans maintenant, même plus de 3 ans et demi, en mai 2018. Et il est entré en vigueur, en fait c'est un outil qui a été donné à l'Europe pour donner le contrôle aux personnes concernées, aux individus, donner un meilleur contrôle sur leurs données personnelles. Et ça, je pense que c'est une réussite quelque part. Et en offrant en contrepartie, je dirais, un cadre unifié et simplifié aux entreprises pour traiter les données personnelles. Alors, le côté unifié, effectivement, ça a marché. Les 27 membres de l'Union européenne marchent au pas. Enfin, c'est même étendu à l'espace économique européen. Donc ça, OK. Par contre, le côté simplifié, ça, c'est peut-être un peu moins évident. Et la CNIL s'en est, alors l'autorité de contrôle en France, hein, la CNIL et ses homologues européens se sont rendus compte assez tôt que ça serait effectivement pas si simple que ça pour les entreprises. On va revenir sur les raisons de cette complexité, enfin sur quelques-unes des raisons de cette complexité. Mais je dirais que, alors, pour la CNIL, qui a une mission de conseil et d'accompagnement d'une part, mais aussi une mission de contrôle, et puis une mission de sanction aussi, hein, de sanction administrative sur ce point, eh bien, ça a signifié quelque part de mettre un peu le frein sur le volet contrôle et sanction dans un premier temps, pour se concentrer plutôt sur le volet conseil et accompagnement et aider toutes les organisations à se mettre au carré en termes de
de conformité, au moins sur les 3 premières années de sa mise en application. Il y a des raisons un peu techniques à ça, je vais pas rentrer dans le détail de ça, mais je dirais que dans sa double mission, eh bien, la CNIL commence en 2021 à recadrer, à recentrer un peu son action et à refaire pencher la balance côté contrôle et sanctions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on remet un peu ce sujet sur le tapis parce que il y a des choses quand même qui vont changer là. Surtout Alors, 2022, avec 2022, où là, entre guillemets, ça va être, on a quitté un peu cette période de pédagogie. On est tout à plus fait. sur l'application réelle, en tout cas, du RGPD. Et on voit d'ailleurs par ailleurs que le rythme des sanctions, ça s'accélère un peu là, dans les faits. Alors, je parlais un peu de complexité tout à l'heure, et c'est peut-être quelque chose qui a échappé à beaucoup d'organisations lors de la mise en œuvre de ce règlement. C'est le fait qu'on changeait un peu, beaucoup d'approche, hein, on change de paradigme avec l'adoption de ce règlement, en ce sens que, et c'est très marqué en France avec la CNIL, on est passé d'un régime de formalité ou d'autorisation préalable, hein, avant la mise en œuvre d'un traitement, à une approche dite d'accountability. Alors, c'est quoi l'accountability? En gros, c'est un terme qui est intraduisible en français, en fait, si ce n'est peut-être par le terme de redevabilité. En fait. Et en fait, c'est le fait de devoir être en mesure de rendre des comptes, d'être comptable de son action en faveur de la protection des données personnelles à tout moment et en cas de contrôle. Donc, ouais, la redevabilité, enfin l'accountability, c'est ça, c'est le fait de devoir, de définir des buts et des objectifs clairs, d'assumer la responsabilité de les atteindre, et le cas échéant, d'accepter d'être sanctionné en cas de non-respect des engagements pris. Alors, ça implique pour les organisations, pour les responsables de traitement, je vais revenir sur ce terme tout à l'heure, deux choses. La première, c'est de veiller à la conformité des traitements de données personnelles que le responsable de traitement met en œuvre. C'est un contrôle, je dirais, a priori. Et de justifier ensuite de cette conformité auprès des autorités de contrôle, auprès de la CNIL en France, pour prouver que les mesures organisationnelles et techniques mises en œuvre sont appropriées. Et ça, je dirais que ça relève un peu du contrôle a posteriori. Donc, a priori, on fait en sorte que ce qu'on met en place soit conforme. Et dans un deuxième temps, on argumente, on est en mesure de justifier de cette conformité auprès de l'organisme de contrôle. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ça? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui impliquent la mise en conformité à ce règlement pour un responsable de traitement. On va les détailler plus tard, mais pour les lister rapidement, la première, c'est de nommer ou pas un DPO, un délégué à la protection des données. Et si on ne le fait pas, c'est d'argumenter du fait qu'on ne le fasse pas. Et ça, bon courage. C'est le cas échéant effectuer, enfin c'est pas le cas échéant, c'est en toutes circonstances évaluer les risques liés à la mise en œuvre d'un traitement. Et si ce risque s'avère élevé, de mener des analyses d'impact, justifiant le fait qu'on va prendre les mesures qui s'imposent pour limiter ce risque. C'est appliquer les principes de la protection des données, on va les détailler tout à l'heure, et notamment en matière de sécurité des traitements, donc ce qui porte notamment sur la cybersécurité et malheureusement la notification, la manière de notifier les incidents qui peuvent survenir. Et puis produire une documentation exhaustive des mesures prises, produire une documentation dite de conformité pour établir le fait qu'effectivement on se conforme à ce règlement. Dernier point, c'est la formation, la sensibilisation qui doit être régulière et effectuée à tous les membres de manière exhaustive de l'organisation en question. Alors, autre point, je dirais peut-être plus anecdotique pour notre contexte d'Alumni, enfin sait-on jamais, à savoir que c'est un champ d'application, le champ d'application du RGPD est devenu, avec son entrée en vigueur, extraterritorial. En ce sens que le règlement s'applique
d'une part aux responsables de traitement et aux sous-traitants qui sont implantés au sein de l'espace économique européen, et ça que le traitement ait lieu sur l'espace économique ou pas, hein, s'il est sous-traité en Asie du Sud-Est, s'il est sous-traité aux États-Unis, si le responsable de traitement est implanté dans l'Union européenne, le règlement s'applique. Mais il s'applique aussi à tous les responsables de traitement et sous-traitants qui sont implantés en dehors de l'espace économique européen, mais qui proposent des services, alors que ces services soient payants ou non, hein, ça ne rentre pas en ligne de compte, qui proposent des services aux ressortissants de l'Union européenne. Donc c'est un peu une première, ça, au niveau européen, c'est d'être en mesure de faire entrer en vigueur un règlement qui s'applique extraterritorialement. Alors, on voit que les sujets sont assez larges, c'est un sujet assez complexe. Donc la première chose à se poser, si on veut être entre guillemets en conformité, c'est déjà, est-ce que vous avez retravaillé en tout cas vos conditions générales d'utilisation ou vos contrats? Comme Laurent le disait, ça s'applique à même des sous-traitants, que ce soit de l'hébergement, que ce soit des personnes qui font des annuaires papier, que ce soit des personnes qui font du mailing, que ce soit des CRM ou autres avec lesquels vous pouvez travailler. Donc la question a été posée, et là ça a été assez clair. Est-ce que vous avez contrôlé vos CGU et vos contrats avec des tiers qui font la gestion de vos données personnelles? Il se trouve que un peu moins d'une personne sur deux, un peu plus d'une personne sur deux n'a pas encore contrôlé ces CGU ni contrôlé les contrats. On a quand même des bons élèves qui sont à 40%, donc c'est pas négligeable, et on a des personnes qui estiment qu'ils ne sont pas concernés. Comment tu peux le nuancer ça? Parce que c'est vrai que les CGU, c'est quand même la base, c'est-à-dire que c'est la première chose qu'un alumni va valider lorsqu'il va rentrer dans un réseau, dans une communauté, et les contrats avec les tiers, ça c'est aussi la base, je dirais, de la RGPD. Alors, je ne sais pas si on peut parler de nuance. Le fait est que le volet juridique, le volet contractuel est quand même très important dans ce contexte, parce que bon, la CNIL, c'est des juristes, hein, faut pas se leurrer. Il y a certes des techniciens, il y a certes des ingénieurs informatiques, mais c'est quand même avant tout un métier de juriste. Donc c'est important de se pencher là-dessus, et notamment pour se protéger. Hein, dans le contexte du RGPD, une bonne information, hein, informée de manière efficace, c'est un très bon moyen de sécuriser son activité. Alors, au travers des CGU, c'est relativement évident, hein, c'est le meilleur moyen, je dirais, de se protéger contre des retours d'usage peut-être un peu contestataire, on peut dire, je dirais. Et puis, les CGU embarquent aussi l'information relative aux données personnelles. Et l'information, c'est un des premiers des 8 droits, on verra tout à l'heure, c'est un des premiers des droits qui est concédé par le règlement aux personnes concernées, c'est-à-dire aux personnes qui confient à un responsable de traitement une gestion de leurs données personnelles. Alors, c'est une information qui est obligatoire, qui est due, et c'est une information qui doit se présenter sous une forme un peu standard, une forme un peu normée, hein, et contenir un certain nombre de mentions incontournables. On parle, je ne vais pas les énumérer toutes, hein, mais pour donner à titre d'exemple, le nom et les coordonnées du responsable de traitement, les finalités du traitement, et si la base légale pour le traitement obtenu est l'intérêt légitime, quels sont ces intérêts légitimes, les catégories de personnes concernées, les catégories de données personnelles traitées, est-ce qu'on envoie ces données en dehors du traitement, etc. etc. Il y a facilement une dizaine de mentions là, qui sont obligées dans cet exercice d'information. Sachant que sur côté réseau alumni, en tout cas, il faut savoir que l'accompagnement à l'insertion professionnelle fait partie clairement d'un droit légitime, en tout cas, vous êtes censé accompagner à l'insertion professionnelle, accompagner vos étudiants, accompagner vos jeunes diplômés et aussi vos alumni tout au long de leur vie. C'est un peu le service après-vente des écoles. Alors, quand vous êtes une école, ça rentre clairement dans l'objectif de la formation. Et quand vous êtes une association et que vous avez, par exemple, des partenariats avec l'école, que ce soit des chartes d'échange de données, etc., ça rentre dans votre intérêt légitime, justement, de traiter ces données. Par contre, comme le disait Laurent,
les CGU, c'est la première barrière, entre guillemets, qui va vous protéger. C'est pour ça que c'est assez normé. Nous, on va vous fournir un certain nombre d'éléments que nous, en tant qu'Alum Force, on connaît, notamment sur où sont hébergées les données, par qui, notre DPO et autres. Et donc là, au moins, vous avez déjà un certain nombre, un cadre qui est déjà normé. Après, à vous de l'enrichir avec tous les autres traitements que vous pourriez avoir. Parce que les traitements, ça peut être aussi bien, je fais éditer un annuaire papier une fois par an, et donc je donne un accès à la base de données à un prestataire spécifique, comme ça peut être, tiens, j'ai un expert en newsletter qui, lui, va m'éditer ma newsletter via un outil tierce. C'est un traitement supplémentaire, et donc il faut bien préciser ça dans vos CGU. Ça ne se cantonne pas que à la plateforme que vous avez. Ça se cantonne aussi enfin, ça s'élargit à toutes les actions que vous avez dès qu'il y a un traitement de données. Et j'ajouterai à ça, ne pas perdre de vue aussi que les personnes concernées, alors de manière assez évidente pour les associations telles que les vôtres, c'est bien entendu les anciens élèves, mais c'est également potentiellement les employés de l'association, c'est également les contacts fournisseurs de l'association. Le spectre est assez large, hein, et quand on parle d'information des personnes concernées, ça emporte toutes ces catégories de personnes, ne pas l'oublier. Un autre volet important de cet aspect, c'est le volet contractuel, et notamment celui qui doit exister entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Alors, ces deux notions, hein, c'est quelque chose qui a été reprécisé par le règlement. Le responsable de traitement, qui était déjà connu avant de la CNIL, c'est la personne morale ou physique, hein, qui détermine les finalités du traitement et les moyens qui devront être mis en œuvre pour atteindre cette finalité. Hein, la définition est très stricte. Et ce responsable de traitement, pour parvenir à cette fin, il a la possibilité de faire appel à des sous-traitants qui, désormais, hein, de par le règlement, apparaissent dans les écrans radars et prennent des responsabilités, eux aussi, vis-à-vis du traitement des données personnelles. Alors, ces responsabilités, elles sont beaucoup moindres que celle du responsable de traitement. Hein. S'il y a un problème, en général, c'est le responsable de traitement qui se retrouve à argumenter face à la CNIL et aux personnes concernées qui les souhaitent. Mais le sous-traitant a aussi un rôle dans ce règlement, un rôle qui est reconnu et qui n'était pas reconnu auparavant. Donc, ce qui apparaît ici, c'est un peu la formation d'une chaîne de responsabilité, hein, du règlement, et la création quelque part d'un écosystème autour du traitement des données personnelles. Et ça pose quand même des questions assez importantes en termes justement de prise de responsabilité par le responsable de traitement et surtout du sous-traitant, qui ne peut être traité que contractuellement. Donc, dans le cadre de la relation responsable de traitement et sous-traitant, et pour que chacun reste à sa place et prenne les responsabilités qui lui échoient, hein, en même temps que les prérogatives, on est d'accord, il faut absolument qu'il y ait un contrat qui fixe, pareil, de manière standard et normée par le règlement, un certain nombre de dispositions, hein, et notamment le fait que le sous-traitant ne traite les données personnelles qui lui sont confiées par le responsable de traitement que sur instructions spécifiques, précises et documentées, que de son côté, les personnes autorisées à traiter les données personnelles en respectent la confidentialité, qu'ils mettent en œuvre les mesures de sécurité appropriées. Enfin, il y a tout un ensemble de dispositions qui doivent être respectées, qui attestent quelque part du fait que le sous-traitant lui aussi se conforme au RGPD. Mais il faut absolument qu'il y ait ce volet contractuel qui existe entre responsable de traitement et sous-traitant pour que chacun exerce dans la sphère qui lui est reconnue a priori par le RGPD et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté vis-à-vis de ça. Alors, à titre d'exemple, hein, cadre qui nous concerne tous là, eh bien, votre association qui s'est équipée de la solution Alum Force est responsable de traitement dans le cadre de ce traitement précis, hein, et Alum Force intervient et Outland serait susceptible d'intervenir en qualité de sous-traitant. Donc, il y aura, dans ce cadre-là, nécessité de mettre en place une clause RGPD dans le contrat qui lie, par exemple, votre association avec Alum Force, votre association avec
Sachant que sur ce point-là, en 2018, donc fin 2018, on a dû nous retravailler nos conditions générales de vente, justement en intégrant toute cette partie RGPD. On commence aussi avec certaines associations et structures à vous fournir un certain nombre d'éléments supplémentaires. Donc, on a déjà des docs normés. Donc, si vous êtes en pleine, je dirais, audit ou autre, n'hésitez pas à revenir vers nous si on travaille ensemble sur justement pour vous fournir un certain nombre d'éléments, que ce soit sur les différents champs qui sont traités ou autres. Nous, on a des documents qui sont déjà normés et en tout cas traités et aux normes aussi, bien sûr, RGPD sur cette partie-là pour que ce soit clair contractuellement. Alors, en matière de RGPD, il y a aussi un sujet qui est ramené sur le devant de la scène, qui est la gestion des cookies. Alors, pareil, hein, le RGPD réaffirme clairement sa volonté sur ce domaine de donner le contrôle aux utilisateurs sur la manière dont sont utilisées les données, leurs données personnelles, et notamment dans le cadre de la prospection commerciale en ligne. Et la dépose de cookies, selon le RGPD, n'est autorisée sans demande de consentement que dans la mesure où la finalité de cette dépose n'est là que pour faciliter, je dirais, le fonctionnement de la plateforme, la communication et la fourniture du service. Par contre, dès lors que le cookies est là pour développer des systèmes de ciblage, de publicité spécifique, là, il y a nécessité de demander le consentement préalable à l'internaute avant toute dépose de cookies. Et là, je dirais qu'il faut faire attention à la manière, enfin, à ce que recouvre le terme de consentement. Je le disais à l'instant, ce consentement, il doit être préalable au dépôt de cookies. Il doit traduire une manifestation libre, spécifique, univoque et éclairée de la part de l'intéressé. Et il peut se retirer, il doit pouvoir se retirer aussi facilement qu'il a été déposé par l'utilisateur. Donc là, attention, il faut faire aussi prêter attention à ce point précis, c'est que les cookies, ça doit être géré de manière appropriée au niveau de votre site. Alors, il faut savoir que côté, en tout cas, Loomforce, il y a plein de prestataires qui sont spécialistes justement dans la gestion de cookies. Comme il y a des experts, c'est pareil, nous, on a décidé d'intégrer par défaut un expert. Donc, c'est une solution qui permet justement de de récupérer le consentement, de gérer aussi toute cette, entre guillemets, le consentement du traitement des cookies ou pas, du dépôt des cookies, surtout quelle en est la finalité. Donc, tout ça, c'est déjà géré. Mais c'est un point important, c'est qu'il faut savoir que ça peut aussi s'externaliser, tout comme d'ailleurs la gestion d'un DPO ou autre, mais on y reviendra plus tard. Une autre question, peut-être c'est un point important. On a beaucoup parlé, je dirais, du règlement, on a beaucoup parlé des différentes règles, mais surtout, point important, c'est est-ce que vous avez un DPO au sein de votre structure? Alors, on a quand même vu un réseau sur deux en moyenne qui avait déjà un DPO. Et on estime qu'en tout cas, quand il y a marqué ne se prononce pas, donc en rouge, moi je l'estime que c'est comme si c'était non. Parce que légalement, si vous ne savez pas si vous avez un DPO, la CNIL va vous dire OK, on a un problème parce que vous avez une obligation entre guillemets d'information. Donc on va dire que c'est 50-50. Alors c'est bien d'un côté parce qu'il y a un chemin qui a déjà été fait par un certain nombre d'établissements. Par contre, sur d'autres, voilà, un DPO, qu'est-ce que c'est? Quel est le rôle, entre guillemets, d'un DPO? Est-ce qu'un DPO peut être externe? Comment ça fonctionne, en tout cas, Laurent, sur tout ce qui est DPO? Et qu'est-ce qu'un DPO déjà? Bah oui, c'est quoi, ça veut dire quoi DPO en fait? Bon, je pense que la plupart d'entre vous le sait, hein, le DPO, c'est l'acronyme anglais de Data Protection Officer. Et en français, le pendant français, c'est le délégué à la protection des données, donc le DPD. Mais en fait, c'est vrai que dans le langage courant, le terme DPO est resté et revient le plus souvent. Alors, bon, avant d'en décrire les missions, je voulais voir un peu dans quelle mesure vous, ou tout organisme, est amené à devoir en désigner un. Il y a des organisations pour lesquelles c'est une obligation de le faire, et notamment les autorités ou les organismes publics.
tout ce qui est mairie, collectivité, communauté de communes, tout ça, ministère, sont tenus légalement de devoir nommer un DPO. Mais ça concerne aussi, et là je pense que vous êtes concernés, les organismes dont les activités de base consistent en un suivi régulier et systématique de personnes à grande échelle. Alors, je ne reviens pas sur le flou qui peut accompagner les termes de suivi régulier et systématique. Même la notion de grande échelle peut être discutée. Mais je dirais que quand on est un organisme, une organisation qui traite comme cœur de métier un fichier de plusieurs dizaines de milliers d'individus avec ces données personnelles, eh bien, je dirais que de fait, on se trouve dans cette catégorie de personnes qui doivent nommer un DPO. Le troisième cas, c'est les organisations qui traitent de données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ou qui traitent des données sensibles. C'est aussi un cas particulier. Alors voilà, en dehors de ces cas de figure, alors je ne sais pas ce que peut exclure le suivi régulier et systématique de personnes à grande échelle. En dehors de ces cas, on n'est pas nécessairement obligé de nommer un DPO. Il faut savoir quand même que si on ne le fait pas, il faudra pouvoir justifier du fait qu'on ne le fasse pas. Et ça, je vous souhaite bon courage auprès de la CNIL, qui elle-même recommande en toutes circonstances de nommer un DPO. Et nommer un DPO, pour que ce soit considéré comme tel, il faut le déclarer auprès de la CNIL. Si le DPO n'est pas déclaré auprès de la CNIL, il n'existe pas quelque part aux yeux du régulateur. Alors, sur le site de la CNIL, il y a un moyen assez rapide de le faire, de le déclarer. Et l'intérêt de ça, c'est aussi de pouvoir interroger cette base. C'est de l'open data. Vous pouvez, tout un chacun peut aller voir quelle société a nommé quel DPO. C'est juste un fichier de 25 000 enregistrements. Enfin, pour ceux que ça intéresse, c'est tout à fait possible et simple. Ce qui, bien sûr, est en règle avec la RGPD. Tout à fait. Bon, ça rentre dans une catégorie qui s'appelle l'open data et qui est agréée également par le règlement. Alors, une fois qu'on sait qu'on doit en nommer un, quelque part, quelle mission on est censé confier en tant que responsable de traitement à son DPO? Alors, la première des missions qui lui incombe, c'est de conseiller et accompagner le responsable de traitement, l'organisme. Alors attention, il s'agit bien ici de conseiller et d'accompagner. Le DPO n'est pas responsable de la conformité de l'organisation. C'est bien le responsable de traitement qui rend des comptes auprès de l'autorité de contrôle et pas le DPO. Le DPO, il aide, il conseille, il forme, mais il n'a pas de délégation de responsabilité vis-à-vis du RGPD. Alors, il est aussi là pour contrôler que les règles mises en place pour se conformer au RGPD sont bien suivies. Ça, ok, il a un rôle de contrôle, d'audit interne, on pourrait dire. Il est le point de contact entre le responsable de traitement et l'autorité de contrôle, la CNIL en France, voire avec les personnes qui ont des questions, qui veulent faire exercer, qui demandent l'exercice de leur droit RGPD. C'est lui qui assure cette liaison, en fait. Et puis le quatrième point, c'est qu'il est là pour vérifier que, et bien souvent, au bout du compte, rédiger la documentation qui établit la conformité de l'organisation au RGPD. Donc voilà les 4 missions consacrées pour le DPO au sein d'une organisation. Merci. En tout cas, on peut voir. On peut voir justement. Le dernier point que je voulais aborder, c'est nommer un DPO. Une fois qu'on a compris qu'il fallait qu'on le fasse, une fois qu'on a compris ce qu'on devait lui confier, c'est qu'il s'agit de trouver la bonne personne. Alors c'est peut-être là-dessus que tu voulais intervenir, Baptiste, avant. Oui, justement, c'était sur ce point. C'est un point important, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir un DPO, mais qui peut être DPO? Quelles sont les règles pour nommer un DPO? Parce que je crois qu'il y a des rôles justement qui sont
bien défini. Un DPO, normalement, ne doit pas avoir de lien hiérarchique, ou en tout cas de subordonné, pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Et ça, c'est assez complexe au sein d'une association d'alumni ou autre. Donc, on le voit de plus en plus, c'est souvent des personnes opérationnelles, mais il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Typiquement, ça ne peut pas être le président d'une association, ça ne peut pas être la directrice communication, la directrice marketing, ça ne peut pas être un directeur commercial, ça ne peut pas être un directeur de système d'information, parce qu'il y a tout de suite un lien de subordination et donc indirectement conflit d'intérêts, parce que le DPO, pour rappel, il est censé protéger la société et l'utilisateur final sur le bon traitement des données. Mais si ça va à l'encontre, entre guillemets, de la stratégie de la boîte, c'est là où le DPO, il ne peut plus être neutre. Et donc l'objectif, c'est que ce soit en général une personne neutre. Et je crois qu'il y a déjà eu le cas sur certains de nous, en tout cas sur certains réseaux, où ils ont dû changer de position et changer de DPO une fois qu'ils ont compris la problématique qu'ils avaient par rapport à ça. Oui, alors effectivement, c'est exactement ça. Alors, il y a cette problématique, d'une part, puis il y a aussi les compétences. Oui. Un DPO, il y a quand même une certaine exigence de compétences qui fait que c'est un profil qui n'est pas toujours très simple à trouver au sein d'une organisation. Il doit faire montre d'une certaine expertise en matière de légal, en matière de technique vis-à-vis du règlement, vis-à-vis de la protection des données. Accessoirement, il doit aussi connaître quand même le secteur d'activité dans lequel il évolue pour bien protéger le responsable de traitement finalement, et être au courant des éventuelles réglementations sectorielles qui existent dans le domaine où il exerce. Ça, comprendre un peu l'informatique, savoir comment fonctionne une plateforme, comment fonctionne, quelles sont les contraintes qui pèsent sur le fonctionnement d'une base de données. Enfin bon, une bonne connaissance un peu de la question informatique, et puis dans le cadre de l'autorité publique, connaître les règles et les procédures administratives. Donc il y a quand même un cocktail de compétences à réunir qui n'est pas toujours très simple, surtout dans des petites structures. Alors si on ajoute à ça effectivement le problème du conflit d'intérêts, on parle de juger partie, c'est vis-à-vis du pouvoir décisionnel sur la détermination des finalités et des moyens. Si le DPO a une partie de ce pouvoir, eh ben, ça marche pas, quoi. On est en plein dans le conflit d'intérêts. Voilà. Et comme le disait Baptiste, un directeur général, un secrétaire général, un responsable marketing, un DSI ne peuvent pas être par nature DPO. Donc ça pose quand même un petit problème dans les petites structures. Enfin, un gros problème dans les petites structures, on va dire. Alors, la porte de sortie vis-à-vis de ça, c'est qu'on peut tout à fait nommer un DPO externe. C'est même quelque chose qui est tout à fait accepté et voire prôné par le RGPD. C'est que le DPO, ça peut être une personne physique ou morale qui intervient depuis l'extérieur de l'organisation. Et puis du coup, nommer un DPO externe, ça permet de fait de s'affranchir assez facilement. Alors ça ne résout pas toujours tous les problèmes, mais ça permet de s'affranchir assez facilement de ces questions de conflit d'intérêts. Il faut savoir par exemple que nous, Auckland, vous voyez, qui intervient assez régulièrement dans le domaine de la conformité au RGPD, nous-mêmes, notre DPO, il est externe. On n'a pas été le chercher dans l'organisation. Il y a une très bonne question, juste avant de revenir sur est-ce que vous le connaissez, mais il y a une question qui est intéressante, c'est concrètement, qu'est-ce que ça implique le fait d'être responsable de traitement ou d'IPO? C'est quoi le risque? Alors, il y a pas de... Il y en a peu en fait. Il y a très peu de risques. Il n'y a pas de risque pénal déjà. La responsabilité du DPO ne peut pas être engagée si le responsable de traitement commet une erreur, commet une infraction au RGPD et est condamné à ce titre. La CNIL n'ira jamais chercher des poux dans la tête, sauf sur certains cas de figure très précis, notamment si le DPO a volontairement sous-estimé le risque que fait prendre un traitement vis-à-vis des personnes concernées. Alors là, peut-être qu'il peut être inquiété, mais en dehors de ce cas de figure très précis,
c'est le responsable de traitement qui est en face de ses responsabilités en matière de conformité. Le DPO n'est pas une personne protégée statutairement en tant que salarié. Donc, effectivement, il y a toujours un risque côté emploi si il entre en conflit directement avec sa direction. Mais je dirais que c'est pas un risque qui pèse plus que d'autres salariés dans l'entreprise. Et une fois encore, d'un point de vue pénal, sa responsabilité n'est pas engagée dans le cadre de son activité. Ok, donc le DPO, on va dire qu'il risque pas grand-chose. Par contre, est-ce que le responsable de traitement lui-même, qu'est-ce qu'il encourt, qu'est-ce qu'il risque? Ah ben là, on revient, je dirais, que sur l'application du RGPD et des sanctions qui viennent avec. Hein. Donc ça peut être assez saignant. Suivant les cas, hein, ça peut aller de 10 à 20 millions d'euros de sanctions. Mais on se rend compte, au vu des sanctions qui ont d'ores et déjà été prises au cours de ces 3 ans, que ça peut dépasser largement ces sommes. Et puis, alors, pourquoi ça peut dépasser ces sommes? Parce que l'autre cap, c'est la part du chiffre d'affaires qui est pris en compte par le régulateur pour fixer le montant des amendes. Hein. Ça peut aller de 2 à 4% du chiffre d'affaires sur le territoire européen, enfin, c'est le chiffre d'affaires mondial hein, qui est pris en compte. Alors, c'est comme ça qu'on a pu voir des Google sanctionnés à hauteur de 50 millions par la CNIL, mais les amendes peuvent aller beaucoup plus haut. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros, là, dans certains cas, notamment en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Mais je dirais que pour une entreprise ou pour une organisation telle qu'une association d'alumni, le risque existe. Le risque existe. Alors, ça sera certainement pas des millions d'euros, mais une infraction au RGPD, comme on a pu le voir cette année ou l'année dernière, je crois, avec une société qui intervenait dans le domaine de la commerciale, hein, de la diffusion d'offres commerciales sur Internet. C'est une société de 2 personnes hein, qui a été condamnée à une amende de 7 000 euros. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais c'est pour illustrer le fait que ça peut frapper des petites structures. Et la sanction financière, c'est une chose, mais cette sanction, elle est affichée, elle est connue, elle est divulguée au public. Et en termes de préjudice, en termes d'image, ça peut être désastreux. Je pense que c'est plus ça qui est important à prendre en compte. C'est en soi, le risque financier, on va dire, il est pas très élevé dans le sens où une association d'alumni, surtout en général, vous êtes plutôt loi 1901, donc pas forcément avec des montants énormes, donc le risque financier il n'est pas énorme. Par contre, en termes d'image, l'impact peut être plus fort. Il y a eu pas mal d'autres questions, alors on y reviendra peut-être à la fin, parce que sinon on ne va pas pouvoir dérouler tout le sujet. Gardons-le en tête. Est-ce qu'il y a déjà eu des condamnations pour les associations d'alumni? À ma connaissance, non, pas encore. Pas à ma connaissance. Pour des associations, oui, mais Ouais. des associations d'alumni, non, je n'ai pas encore vu le cas. Qu'est-ce que le chiffre d'affaires pour une association d'alumni? Bah, ça, chaque association structure ses comptes, résultats et bilans. Ça, pour le coup, chacun doit vérifier justement ce qui est considéré comme du chiffre d'affaires. Là, je dirais, faut pas s'en Comment? je dirais qu'il faut pas s'en faire pour la CNIL. Hein, la créativité de ce côté pour trouver des moyens de fixer des amendes, il n'est pas loin d'être illimité. Là. Et puis il y avait une dernière question, et puis après on passera à autre chose, mais de manière générale, qui porte la casquette du responsable de traitement? Ah bah, bien souvent, c'est ou tout au moins dans les entreprises de taille moyenne, c'est le responsable de la structure. Hein. Ouais, ok. Alors ça peut se diluer dans les plus grandes organisations, mais ça reste toujours au niveau du board. Hein. Faut pas Ok. Donc on parlait de DPO, bah, si oui, est-ce que vous le connaissez? Bah, il y a un réseau sur deux qui a dit le connaître, un réseau sur deux qui a dit ne pas le connaître. C'est
on va dire bien et pas bien. Après, ce qui est très important, c'est que, comme je le disais au départ, c'est que si vous ne connaissez pas le DPO et que vous avez un contrôle ou alors vous avez une question d'un de vos alumni qui vous dit est-ce que je pourrais avoir les coordonnées ou les informations par rapport au DPO et que vous lui dites je ne le sais pas, vous vous exposez clairement à aller un peu plus loin dans les procédures. Donc, il faut faire attention. Et donc, sur ce sujet-là, justement, Laurent, par rapport à comment communiquer, enfin, ça peut être de manière très facile, mais je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire, aussi bien en interne au sein des associations et des structures comme les associations d'alumni, que bien sûr en externe vis-à-vis aussi, comme tu le disais au tout début, dans les CGU, de préciser qui est le DPO et mettre un nom et un prénom derrière. Oui, ouais, effectivement. Alors, bon, ne pas connaître son DPO, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Pourquoi? Parce que c'est un bon moyen, quelque part, de sécuriser vos activités au quotidien, surtout quand on travaille principalement sur de la donnée personnelle. Alors, c'est vrai que déjà, avant de lancer un traitement, quel qu'il soit, pour vous, il faut s'être assuré que vous avez le droit de le faire, hein, que c'est licite de l'envisager et de le mettre en vigueur. Il faut vérifier que vous avez informé correctement les personnes concernées et puis, accessoirement, leur avoir rappelé qu'ils ont des droits sur ces traitements et notamment le droit d'opposition. Et puis, il y a d'autres choses, d'autres dispositions qu'il faut vérifier. Et je dirais que le DPO, il sera toujours de bons conseils là-dessus. Donc, ne pas le connaître, c'est vous priver de cette sécurité quelque part. Alors après, bon, comment le connaître? En principe, c'est quelque part aussi le travail du responsable de traitement de faire connaître son DPO à son organisation. Parce que justement, pour les raisons que je viens de citer, c'est quand même un moyen de rassurer les uns et les autres vis-à-vis des traitements qu'ils font sur les données personnelles. Et puis, c'est aussi un bon moyen d'informer sur les missions que le responsable de traitement donne au DPO et les moyens qu'il lui accorde pour les assurer. Donc tout ça, c'est un travail de communication qui, en principe, doit être assuré par le responsable de traitement et qui fait que tout un chacun, dans son organisation, connaît son DPO. Après, si ce travail n'a pas été fait, il y a d'autres documents, d'autres supports qui sont censés produire cette information. Alors, sans parler des chartes de protection de données personnelles qui ne sont peut-être pas produites par toutes les organisations. En tout cas, les mentions légales, comme le disait Baptiste et la Privacy Notice, doivent clairement indiquer, sinon le nom du DPO, au moins la manière de pouvoir le contacter. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a le site de la CNIL qui vous permet d'aller consulter tous les DPO qui ont été nommés pour les organisations qui en ont nommé. Donc, il y a toujours cette possibilité. Baptiste, on ne t'entend pas? Ah, on a perdu Baptiste. Là, Pardon, je disais, vous m'entendez mieux? Ouais. Je disais, en bonne pratique, juste créer une adresse mail générique que vous redirigez vers derrière le DPO. Comme ça, vous pouvez mettre dans vos CGU ou CGV directement, contacter contacter notre DPO en mettant dpo@nomdedomaine.fr. C'est une bonne pratique. Au moins, vous n'êtes pas forcé. Vous montrez qu'il y a quelqu'un derrière. On va continuer parce que là, je vois le temps qui file. Question qui était très importante et très intéressante. On voit quand même que le RGPD a été bien pris en compte quand même dans un certain nombre de structures. C'est par contre sur tout ce qui est suppression de données personnelles ou en tout cas procédure pour modifier ou supprimer toutes des données personnelles à la demande des membres. Donc on voit que ça, pour le coup, ça a été bien pris en compte en majorité en tout cas, sur le fait que les utilisateurs ont le droit de pouvoir supprimer, modifier ou archiver un certain nombre de données. Donc c'est rassurant de voir que vous avez déjà pris ce sujet à bras le corps. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Laurent, sur ce sujet, même si c'est assez clair, on va dire? je dirais que c'est toujours intéressant d'être en mesure de faire ça, mais je dirais qu'en tant que responsable de traitement, vous avez d'autres obligations qui dépassent un peu ce cadre. Et ces obligations, elles sont liées directement aux principes du RGPD et aux droits qu'il concède aux personnes fichées, aux personnes qui vous confient leurs données personnelles. Je les rappelle rapidement, les 6 principes, le premier, c'est le principe de transparence
de licéité, de loyauté. Hein. On ne lance un traitement que si on a une base légale pour le faire. On ne lance un traitement que si la collecte des données se fait de manière loyale auprès des personnes concernées et en toute transparence. Le deuxième principe, c'est celui de finalité. On ne collecte pas de la donnée comme ça en l'air pour le plaisir de la collecter. Il faut que ça réponde à un objectif, et un objectif qui soit clairement exprimé, et notamment aux utilisateurs concernés. Par rapport à cette finalité, la collecte des données qui l'accompagnent, elle doit être proportionnelle et limitée à cette finalité. Hein. On ne va pas, une fois encore, collecter des données qui n'ont rien à voir avec le but recherché par le traitement. Hein. Et puis, ces données, elles doivent être justes, elles doivent être exactes, elles doivent être à jour. Ça, c'est aussi un point important. C'est un point très important. On ne traite de la donnée qui est réputée être exacte concernant les personnes concernées. De la même manière qu'on ne va pas collecter de la donnée qui ne sert pas à la finalité énoncée, on ne conserve pas les données personnelles au-delà du service de cette finalité. On ne peut pas prétendre détenir ad vitam aeternam les données personnelles à l'endroit d'un individu concerné. Il faut que ce soit proportionnel à la finalité. Et puis le sixième, mais pas le moindre des principes, c'est que cette détention de données, elle doit se faire en sécurité, moyennant des dispositifs qui correspondent à l'état de l'art en la matière. C'est pareil, c'est une notion qui n'est pas forcément très précise, très spécifique, mais il faut pouvoir justifier du fait que les systèmes qu'on met en place pour protéger les données, ils ne sont pas complètement obsolètes, on va dire. Et en face de ces 6 principes, eh bien, il y a des droits qui sont concédés aux personnes concernées. Le droit d'être informé, on l'a évoqué, hein, c'est le premier. Il faut informer de manière claire et précise les individus sur le sort qu'on réserve aux données qu'ils nous confient. Il faut leur ménager un droit d'accès et de rectification à ces données, ainsi qu'un droit à l'effacement. Donc, un peu le thème de la question qui était posée. Mais il y en a 4 autres de droits qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui s'exercent néanmoins. Le droit à la limitation. Alors ça, en fait, c'est plutôt, il faut voir ça comme une possibilité de geler les données détenues à l'endroit d'une personne pour lui permettre à elle d'exercer le cas échéant des droits juridiques et de faire constater que le cas échéant, ces données ne sont pas traitées de la manière qui est annoncée par le responsable de traitement. Le droit à la portabilité, c'est la possibilité qui est donnée à un individu de demander à ce que ces données soient extraites des bases où elles se trouvent sous un format de fichier qui soit portable vers un autre responsable de traitement, donc sous-entendu dans un format qui soit suffisamment répandu pour pouvoir être réutilisé. Le droit d'opposition, c'est la capacité d'un individu à s'opposer au traitement de ces données. Et les droits relatifs à la prise de décision automatisée, c'est la capacité de permettre à un individu de doubler la décision prise de manière automatique par une décision prise par un être humain, je dirais. C'est peut-être un peu plus anecdotique, mais quand il y a un contrat à la clé, quand il y a des implications assez fortes pour l'individu, eh bien, ça peut être assez important pour la personne de faire valider cette décision par une autre personne. Donc, je dirais, il y a effectivement là-dedans des droits qu'il est assez facile, parce qu'ils reviennent fréquemment, auxquels il est assez facile de donner droit. Il y en a qui peut-être doivent un peu plus vous interroger. Hein. Je pense par exemple à la limitation ou à la portabilité. Un de vos alumni qui vous demande qui demande à exercer le droit à l'effacement, vous avez répondu assez majoritairement que vous étiez en mesure de le faire. Un de vos alumni qui vous demande un droit de limitation, est-ce que vous savez le faire? Très bonne question, justement, d'où le fait, êtes-vous en mesure de vous y conformer? Je vois le temps qui file, on va juste passer à la prochaine slide qui était très importante pour nous, c'était justement de faire un peu un récap. Quels sont les 4 grands éléments que vous allez pouvoir garder pour vous, transmettre au sein de vos équipes, communiquer dessus
Laurent, quels sont vraiment les 4 grands objectifs et surtout quels sont les 4 éléments à retenir de tout ce qu'on a pu voir, parce que ça, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais en tout cas de manière très pragmatique et très claire. Bien, ils sont exposés assez explicitement dans ce slide. Hein. Le premier des points, c'est que je dirais que 2021, ça marque un peu la fin de la période de grâce pour les responsables de traitement. Je dirais donc là, il est temps, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous mettre en conformité avec le RGPD, parce que ça va commencer à frapper, là, je dirais. Attention à la manière dont vous informez et dont vous vous protégez par cette information auprès de vos utilisateurs, auprès de vos alumni. N'hésitez pas à passer du temps sur ces aspects parce que ça peut être très important. Un DPO externe, ma foi, ça peut être une bonne manière pour vous de résoudre la quadrature du cercle en matière de nomination d'un DPO, sachant que je pense que c'est quelque chose que vous devez faire. Et puis, au-delà, une fois que vous avez pris acte de ce fait, eh bien, faites ce qu'il faut pour que ce DPO soit connu et qu'il vous soit utile. C'est sûr que c'est un vrai gage de solidité de votre dispositif de sécurité, de conformité, mais aussi de montrer le sérieux aussi de votre association d'alumni. Il y a eu d'autres questions, je suis désolé, on ne va pas pouvoir faire toutes les questions, on les notera. Il y avait, en tout cas, on y répondra plus tard, notamment Charlotte, Philippe aussi, qui avait des questions par rapport à la thématique. Il y avait une dernière question qu'on avait posée, c'est est-ce que vous pensez avoir besoin d'une formation ou d'un accompagnement pour gérer la conformité au RGPD dans votre structure? On voit clairement que les 3/4 ont répondu oui. Il faut savoir que c'est assez naturellement qu'on s'est donc rapproché avec Auckland et on a 3 sujets qu'on propose ensemble. On va avoir une partie sur bien sûr la partie formation, une autre qui est justement service DPO externe. Et si ce n'est pas entre guillemets un DPO externe, il y a aussi un système d'assistance à DPO interne. Et ça, Fabrice, peut-être que tu peux en parler un peu plus sur ce que c'est qu'une assistance à DPO interne. Parce qu'on a vu quand même qu'il y avait un certain nombre de réseaux qui avaient déjà leur DPO, ce qui est bien. Voilà. Oui, absolument. L'assistance à DPO interne, c'est-à-dire que bien souvent, les organisations, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ne peuvent pas nommer n'importe qui et les rôles opérationnels sous peine de risque de conflit d'intérêts. Donc, bien souvent, ce sont les juristes qui sont nommés DPO, parce que ça vient naturellement, on parle de règlement, on parle de réglementation européenne, etc. Donc, ça va naturellement vers le juriste. Alors, ce qui est bien, c'est que le juriste, il connaît parfaitement la loi. Donc, il sait ce que c'est, il connaît le règlement, il sait ce qu'il faut faire. Simplement, c'est que derrière, pour mettre l'organisation en conformité, on l'a dit tout à l'heure, ça nécessite d'avoir un certain nombre de connaissances des process, connaissance des flux de données, connaissance des traitements, etc., de manière à pouvoir mettre en conformité. D'un côté, on a le DPO qui dit ce qu'il faut faire, qui donne les directives, et l'assistance à DPO, c'est tout simplement de dire, fonction de ce que vous me dites, je vais faire en sorte de gérer le projet de mise en conformité. Ok. En tout cas, donc comme vous pouvez le voir, ces 3 offres en tout cas qu'on propose. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, vous avez nos coordonnées. On va vous transmettre également, bien sûr, le replay du webinar pour ceux qui ont dû quitter au milieu ou alors qui souhaiteraient le diffuser en interne. On va le mettre à disposition sur différentes plateformes. On va l'avoir aussi bien en vidéo que en podcast aussi. Donc, ce sera disponible sur Spotify, SoundCloud, plein d'autres plateformes pour que vous puissiez aussi écouter ces différentes thématiques. Merci Laurent, merci Fabrice, merci tout le monde d'avoir été aussi nombreux. C'est avec plaisir en tout cas qu'on a animé ce webinaire. J'espère qu'il a été instructif, même si le sujet n'est pas forcément des plus fun. J'espère en tout cas que vous en êtes ressorti avec un bon bagage de connaissances, que vous allez pouvoir justement être en conformité. Et n'oubliez pas que justement Auckland et Alumforce sont là pour vous accompagner dans ces démarches-là, que ce soit de manière très pragmatique, avec vous fournir les éléments qui vous manquent, mais également aussi pour pourquoi pas monter en compétences et tout simplement aussi avoir un DPO externe ou encore de l'assistance à DPO. Donc merci à tout le monde et puis j'espère à très bientôt. Merci à vous tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.